Dans un quartier tranquille de la ville de Westminster, au Colorado, vivait Jessica Ridgway, installée avec sa mère, sa grand-mère et sa tante. Née de Sarah et Jeremiah, la petite Jessica, âgée de 10 ans, était en 5e année à l'école élémentaire 8. Ses parents n'étaient plus ensemble depuis longtemps. Son père vivait dans le Missouri. Malgré quelques tensions autour de la pension alimentaire et de la garde, elle entretenait pourtant une belle relation avec chacun d'eux. Ses enseignants la décrivaient comme une enfant rayonnante, toujours souriante, toujours prête à aider, la première à lever la main ou à entamer une conversation pour se faire un nouvel ami. C'était réellement une élève exemplaire, passionnée par l'apprentissage. Elle inventait souvent ses propres chorégraphies et ses petites chansons. Elle adorait les animaux et regardait des séries comme Victorious ou Les Sorciers de Waverly Place. Pleine d'enthousiasme, elle se lançait dans tout avec élan et persévérance et ne renonçait jamais avant d'y parvenir. Une enfant débordante de vie, toujours gaie, disait sa grand-mère. Par un matin froid et enneigé du 5 octobre 2012, Jessica s'était levée à 7h45 précise. Elle avait demandé à sa mère un réveil afin de commencer à se lever seule pour gagner en autonomie. Elle regarda un peu la télévision, mangea sa barre de granola, s'habilla, puis prépara avec sa mère une orange à emporter pour l'école. Enveloppée dans son manteau épais, elle dit au revoir et quitta la maison à pied. Elle devait retrouver ses amis, comme d'habitude, au parc Chelsea, à 5 minutes de marche de sa rue, avant de poursuivre ensemble le chemin vers l'école. Mais elle n'arriva jamais et ses amis durent continuer sans elle pour ne pas manquer l'appel. Jessica n'était jamais en retard, jamais absente. Elle adorait aller à l'école. Lorsque 10 heures sonnèrent et qu'il n'y avait toujours aucune trace d'elle, les enseignants appelèrent Sarah. Mais Sarah travaillait de 10 heures du soir à 7 heures du matin et après avoir vu sa fille partir, elle s'était couchée et n'avait pas entendu son téléphone. L'école lui avait laissé un message vocal que Sarah n'écouta qu'à 4h30 de l'après-midi. Il devait forcément y avoir une erreur, pensa-t-elle. Elle passa par le parc, se rendit à l'école puis chez quelques amis de Jessica, mais rien, aucune trace de la fillette, personne ne l'avait vue. Alors elle appela la police de Westminster. My daughter's missing. I guess she never made it to school this morning. How old's your daughter? She's 10. Okay, what's your daughter's name? Jessica Ridgway. Et puis, expliqua-t-elle, on ressent ce nœud au creux de l'estomac, celui qu'aucun parent ne devrait connaître de toute sa vie lorsque l'on comprend que son enfant a été enlevé. Vers 9h15 du soir, les enquêteurs estimaient disposer d'assez d'éléments pour soupçonner un rapt, et le bureau d'enquête du Colorado lança une alerte Amber. Le FBI mène des recherches en ce moment même. Lorsqu'on commence avec un retard d'environ 8 heures ou un délai aussi important, la distance qu'elle aurait pu parcourir, même en se déplaçant seule, devient immense. La police précise que le père de Jessica, qui vit dans un autre État et est engagé dans un conflit de garde avec la mère, ne semble pas être avec elle, mais qu'aucune piste n'est écartée. Aucun suspect n'a encore été identifié, et toutes les hypothèses restent ouvertes. Rien de tel n'est jamais arrivé ici. C'est vraiment déstabilisant de voir une chose pareille se produire dans notre quartier. Comme vous l'avez entendu dans cet entretien, la situation est extrêmement grave. Habituellement, Jessica retrouve des amis dans un petit parc situé à environ 3 pâtés de maison de chez elle. Puis tout le groupe marche ensemble jusqu'à l'école élémentaire 8. Les filles avec qui elle se rend à l'école ont été interrogées. Elles ne l'ont pas vue aujourd'hui, mais à cet âge-là, vers 10 ans, elles n'ont pas réalisé tout de suite la gravité de la chose. Nous souhaitons à nouveau vous montrer la photo de Jessica Ridgway, une fillette de 10 ans, mesurant environ 4 pieds 10 pouces, aux cheveux blonds tombant sur les épaules et aux yeux bleus. Elle portait, d'après les informations, un manteau d'hiver noir, matelassé. Avec un temps pareil, l'inquiétude est d'autant plus grande. Les recherches se poursuivent dans tout Westminster. Et si vous souhaitez apporter votre aide, vous pouvez vous rendre au centre de loisirs Westview. Il se trouve à l'angle de la 108e rue et d'Oak, toujours à Westminster. Mais la nuit était déjà tombée, glaciale et sombre.
et l'on comprit vite qu'elle serait longue. Les pompiers utilisèrent des caméras thermiques pour percer l'obscurité et installèrent des puissants projecteurs autour du parc Chelsea. La police voulait faire intervenir un hélicoptère équipé de vision nocturne, mais il faisait trop froid. Les pales risquaient de givrer, rendant le vol impossible. Nous utilisons toutes les ressources à notre disposition. Nous tentons de mobiliser des appareils capables de fouiller dans l'obscurité, mais les conditions météo les ont cloués au sol. Nous avons donc fait venir notre service d'incendie, qui dispose d'équipements thermiques. Il fouille la zone avec cela. Plus de 400 membres du personnel scolaire ainsi que chaque parent ayant un enfant inscrit à l'école élémentaire 8 ont reçu la notification signalant la disparition de Jessica. Au lever du jour, expliquait-on, encore davantage de personnes seraient mobilisées pour étendre les recherches. Et si la météo s'adoucissait, les hélicoptères pourraient enfin décoller pour inspecter les environs depuis le ciel. Vers 2 heures du matin, les autorités demandèrent aux bénévoles de rentrer chez eux et de revenir plus tard dans la matinée. La police de Westminster installa son poste de commandement et lança un appel aux volontaires pour poursuivre les recherches. Les bonnes volontés ne manquaient pas. Les policiers inspectaient de maisons et jardins, mais aussi de vastes zones ouvertes, ruisseaux, bois, terrains isolés. Ils interrogèrent un nombre considérable d'habitants et prélevèrent environ 700 échantillons d'ADN. Ils postèrent des agents au passage piéton et photographièrent les véhicules entrant ou quittant le quartier. La plupart des boîtes aux lettres et des arbres étaient décorées de rubans de couleur violette, la préférée de Jessica. Sur son bureau, on retrouva son cahier avec des devoirs en cours. Sur une page, elle avait écrit « Ne joue pas seul au parc et méfie-toi des inconnus ». Jessica était prudente et très consciente du danger. Cela signifiait donc qu'elle avait peut-être été attirée par quelqu'un en qui elle avait confiance, ou bien enlevée sans qu'elle ait eu le moindre avertissement. S'approcher ou engager la conversation avec un inconnu ne lui ressemblait pas. Le commissariat manquait désormais de ressources et le FBI rejoignit l'enquête, accompagné de 12 autres agences. Rapidement, plus de 1000 personnes travaillaient sur plus de 4000 pistes. 4 jours après la disparition de Jessica, sa famille sortit de chez elle pour la première fois afin de faire une déclaration publique. Jusqu'ici, ils n'avaient pas eu la force de quitter la maison, mais ils avaient pleinement coopéré et fourni des échantillons d'ADN. L'unité mobile du FBI chargée des analyses médico-légales passa l'après-midi dans la maison, environ 2 heures, puis repartit. Ils étaient arrivés à peine 10 minutes après que la famille Ridgway eut quitté les lieux. L'équipe enfila des gants, recouvrit ses chaussures et entra par la porte d'entrée, fouillant l'intérieur comme l'extérieur à la recherche du moindre indice. Pour la première fois, on entendit la voix des parents de Jessica. Tous deux niaient catégoriquement être impliqués dans sa disparition. Tous deux s'accrochaient à l'espoir. « C'est mon roc, c'est... Enfin, elle est le roc de nous tous. » Une mère entend encore la voix lumineuse de sa petite fille. « Elle doit rentrer à la maison. » dit sa mère. « J'essaie de rester positif, mais... Oui, c'est difficile. Je veux juste retrouver ma fille, » ajouta son père. Je l'ai regardée franchir la porte, puis je l'ai refermée. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je veux la revoir repasser ce seuil, dit-il encore. Après des recherches au sol et dans les airs, toujours aucune trace de l'enfant de 10 ans, et la réalité de la situation devenait de plus en plus crue. « Jamais je ne souhaiterais à aucun parent de vivre une chose pareille », confiait une autre voix. La police écarta finalement la piste des parents. Ils n'avaient rien à voir avec la disparition. Tout indiquait désormais un enlèvement par un inconnu. Le lendemain, un homme du quartier de Superior, à environ 6 miles et demi de là, découvrit ce qu'il ne comprit pas tout de suite être le sac à dos de Jessica, avec ses lunettes, une gourde et quelques vêtements dégageant une forte odeur d'urine. Sur le sac, un porte-clés portant le prénom Jessica. Ne faisant pas le lien avec les recherches menées à 6 miles de là, il publia simplement un message sur la liste de diffusion locale. « Si c'est à vous, venez le récupérer. » Quelqu'un fit le rapprochement et appela le 911. Sarah expliqua avoir ressenti alors un mince éclat d'espoir. Peut-être retrouverait-on son unique enfant saine et sauve. Le week-end suivant,
Un souffle d'optimisme parcourut la famille lorsque l'on confirma que le sac à dos et la gourde de Jessica avaient été retrouvés dans un autre lotissement, à 6 miles de distance. J'ai senti une lueur d'espoir. Je me suis dit que, si quelque chose de vraiment terrible lui était arrivé, il n'aurait pas abandonné le sac comme ça, posé là, dit sa mère. Mais cet espoir s'évanouit brutalement lorsque, dès le lendemain, une nouvelle découverte fut faite. Celle-ci était bien plus sinistre et surtout définitive. Tard dans la nuit de mercredi, la police annonça qu'un corps avait été retrouvé près d'un parc dans la banlieue d'Arvada, à Denver. Officiellement, il ne confirmait pas qu'il s'agissait de Jessica Ridgway, l'enfant de 10 ans, mais plusieurs sources policières affirmaient être convaincues que le corps était bien celui de la fillette. À environ 6 miles de chez Jessica, des employés chargés de l'entretien des routes trouvèrent un sac très lourd sur le bas-côté. Ils ne l'ouvrirent pas, préférant alerter un policier et son chien. À l'intérieur se trouvait un petit torse. Les analyses confirmèrent que ces restes appartenaient à Jessica, mais il manquait encore des parties de son corps, et la cause du décès restait indéterminée. La police annonça qu'une croix en bois avait été trouvée sur les lieux, sans préciser publiquement sa position exacte par rapport au reste de l'enfant. Certaines sources affirmaient que la croix avait été placée à l'intérieur du corps, d'autres qu'elle se trouvait à proximité. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs la considéraient comme une pièce essentielle. Le chef de la police de Westminster, Lee Burke, déclara que leur mission ne consistait plus à retrouver Jessica, mais à obtenir justice pour elle. Nous savons désormais qu'un prédateur circule librement dans notre communauté, ajouta-t-il. Une veillée fut organisée. Prières, chants, bougies, pour honorer une vie arrachée bien trop tôt. Une mère expliquait qu'elle avait du mal à concevoir que des gens puissent être aussi malades. Des centaines de personnes participèrent, dont la famille Fong, après que leur fils eut demandé à allumer une bougie pour Jessica. On a l'impression qu'on leur vole leur enfance. On leur apprend que le monde est un endroit sûr, puis soudain, on doit leur apprendre qu'ils ne peuvent plus parler à des inconnus, disait une autre habitante. Pendant que la communauté pleurait la disparition de Jessica, la police redoublait d'efforts pour retrouver son meurtrier. Le samedi, les enquêteurs poursuivaient leurs investigations. Liste de délinquants sexuels, relevé des antennes téléphoniques autour des lieux importants de l'affaire, dans l'espoir qu'un même numéro soit apparu sur plusieurs sites, et mène ainsi à un suspect. Je ne sais pas si l'on peut donner du sens à tout ça, disait quelqu'un. Mais il faut la justice pour Jessica. Il faut que les enfants du quartier soient en sécurité. Les enquêteurs établirent alors un lien avec une affaire précédente, survenue 4 mois plus tôt, le jour du Memorial Day. Une joggeuse, près du lac Kettner, avait été attaquée par derrière. Un homme lui avait plaqué sur le visage un chiffon imbibé de chloroforme. Elle avait été tirée dans un buisson, mais avait réussi à s'échapper. Tout ce dont elle se souvenait, c'était qu'il s'agissait d'un homme blanc, mesurant entre 5 pieds 6 pouces et 5 pieds 8 pouces, avec une carrure moyenne. Cette agression avait eu lieu tout près de l'endroit où Jessica avait probablement été enlevée. L'ADN retrouvé sur la joggeuse correspondait à celui trouvé sur Jessica. C'était donc le même agresseur. Le porte-parole du FBI, Dave Joly, expliqua que tout le monde devait désormais être extrêmement vigilant. Un profil fut publié. La communauté de Westminster, au Colorado, se réveilla plongée dans la tristesse, la colère et la peur. Il y avait désormais un tueur en liberté. Les agents fédéraux, locaux et étatiques fouillèrent le quartier de Jessica de fond en comble à la recherche d'indices. Plus de 1500 signalements avaient été reçus. 500 maisons fouillées, la traque d'un meurtrier encore en cas. Nous avons affaire à un type de prédateur totalement différent, commentait un ancien analyste du FBI. Premièrement, il commet l'horreur d'enlever un enfant. Deuxièmement, il dispose du corps de cette manière. Cela le place à part, dans une catégorie monstrueuse. La police n'avait toujours pas identifié de suspect. Elle expliquait donc à la population qu'il fallait être attentif aux changements de comportement dans son entourage. Malheureusement, c'est le membre de la famille de quelqu'un, un voisin, un ami, rappelait un responsable. Des habitants inquiets se tournèrent vers les services de soutien psychologique, cherchant à comprendre comment vivre avec une telle menace dans leur communauté.
Les analystes comportementaux du FBI diffusèrent un message. Il fallait surveiller tout changement inhabituel dans l'attitude d'une personne, depuis la disparition de Jessica le vendredi précédent jusqu'à aujourd'hui. Cela pouvait être quelque chose d'aussi banal qu'un homme qui se rase soudain le visage, change la couleur de ses cheveux, les coupe, modifie son humeur, son attitude, ou encore gare sa voiture dans son garage alors qu'il la laissait tout. Nous pensons donc que quelqu'un, ici même dans la communauté, connaît cet individu et nous sollicitons une nouvelle fois l'aide de tous. Les habitants ont déjà été d'un soutien remarquable depuis le début de cette enquête et nous espérons qu'ils accepteront encore une fois de nous aider à obtenir de nouvelles pistes, de nouveaux renseignements, afin de mener cette affaire à son terme. Plus de 3000 personnes se sont réunies à Arvada pour rendre hommage à la vie de Jessica Ridgway. Ses chansons préférées accompagnaient une vidéo d'elle, et l'on ne voyait qu'une mer de violets au milieu de cette immense foule. Des policiers, des bénévoles, des gens qui connaissaient Jessica, et d'autres qui n'avaient appris son existence qu'à travers cette histoire qui se déroulait sous leurs yeux. Tout le monde était là. Pour nous qui travaillons sur cette affaire, malheureusement, nous n'avons jamais eu le privilège de connaître votre fille merveilleuse. Mais je peux dire sincèrement que nous avions l'impression de la connaître. Elle était devenue, d'une certaine manière, un membre de notre propre famille, et nous avons eu le sentiment de perdre quelqu'un des nôtres. Après la publication par les enquêteurs de la photo du pendentif en forme de croix, une voisine l'a reconnue. Elle vivait près de la famille Sieg et a appelé le FBI pour faire part de ses inquiétudes au sujet d'Austin Sieg, un adolescent de 17 ans vivant avec sa mère, Mindy. En plus de la croix, elle savait qu'il nourrissait une fascination pour la mort et pour des corps humains ou animaux en décomposition. À la suite de cela, Austin a été interrogé et a fourni un échantillon d'ADN aux agents du FBI. Il leur a expliqué qu'il dormait chez lui lorsque Jessica avait disparu. Ils avaient remarqué qu'il portait une croix similaire, mais ils sont repartis avec l'échantillon, apparemment satisfaits de ses réponses, et ont poursuivi leurs recherches dans le quartier. Un nombre impressionnant de prélèvements et d'échantillons étaient collectés et analysés, et la procédure voulait que l'on renvoie des enveloppes portant le nom des personnes ayant donné leur ADN. Lorsqu'une enveloppe revenait vide, cela signifiait que l'ADN ne correspondait pas à celui retrouvé sur Jessica. L'enveloppe d'Austin est revenue vide et l'enquête a continué ailleurs. Mais le 22 octobre, les médias ont commencé à relayer l'information concernant le lien génétique entre Jessica et l'agression de la joggeuse. Ce même jour, Austin a confié à ses camarades qu'il se sentait faible, pris de vertige, terriblement mal. Il a même dormi dans le lit de sa mère cette nuit-là. Le lendemain matin, il lui a dit qu'il avait quelque chose à lui avouer. Elle lui a aussitôt demandé si cela concernait Jessica. « Je le savais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais, dit-elle. Lorsqu'il a confirmé ses craintes, Mindy s'est effondrée au sol en pleurant. De l'horreur, de l'incrédulité. Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai, répétait-elle. Je vais aller en prison, a dit Austin. Je sais, a-t-elle répondu. Il faut appeler la police. Tu peux le faire pour moi? A-t-il demandé. Mindy a pris le téléphone et a composé le 911. L'appel complet dure presque 18 minutes. Il a donc été réduit. Son's name. Austin Sieg. Okay, I understand that you're probably, feeling pretty crappy right now, but I want you to know that you did the right thing. He did it. He just wanted me to call. He is turning himself in. Okay. Do you think that he's going to be cooperative with the officers? Absolutely. Okay. Do you think that Austin would talk to me? Will you talk to us? Yeah, hold on. Okay. Hello? Is this Austin? Yes, it is. Hi, Austin. This is Molly at the Westminster Police Department. Hi. Can you tell me a little bit about what's going on right now, or how you're feeling, or how did this come about?
I don't exactly get why you're asking these questions. I murdered Jessica Ridgway. Okay. I have proof that I did it. There is no other question. You just have to send a squad car, something down here, and I will answer all the questions that you want to ask, or anyone wants to ask of me as soon as you gotta get down here. Okay. Have you committed any crimes like this before? Do you have a criminal history of any sort? The only other thing that I have done that before this was the Kettner Lake incident where the woman got attacked. That was me. Ma'am, I understand you want to call your husband, and I'm sorry, but I would like to keep you guys on the phone just until the officers get a little bit closer. Well, how far are they? They're going to be there in just a few minutes. Is Austin still there with you? Mm-hmm. Yeah, I won't let him out of my sight. Okay. Has Austin been diagnosed with any mental health issues? Does he see a counselor or take any medications? He saw a counselor years ago for porn. Okay. I can't breathe. Take some deep breaths for me. Do you want me to start you an ambulance? No. Are you sure? I'm sure. Okay, what just happened? I opened the window. What's that? I just opened the window. Okay. I need air. Okay. Mindy, take a couple deep breaths for me, okay? You tell me when the officers get there. They're coming to your front door. Okay? I don't see him. I don't see him yet. You don't see them? No. Is Austin okay with you right now? Yeah, he's just getting really anxious, and so am I. Okay. They're here. They're coming up. They're coming up to the door? Yeah. Okay. Do you see the plainclothes officers and their badges? Yeah, they're here. Okay, I'll let you go speak with them, okay? Okay. Okay, thank you. Okay, bye. Goodbye. 19 jours après la disparition de Jessica Ridgway, Austin Sigg se trouvait au commissariat. Il a admis avoir tenté d'enlever la joggeuse en utilisant son propre chloroforme fabriqué maison. Et, lorsque la femme avait réussi à s'échapper, cela ne l'avait nullement découragé. Au contraire, selon ses mots, cela lui avait seulement fait repenser ses prochaines étapes. Il lui fallait quelqu'un de plus petit, quelqu'un qu'il puisse maîtriser facilement. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il aurait fait si son attaque contre la joggeuse avait réussi, il a répondu « Probablement la même chose que ce que j'ai fait à Jessica ». L'enquêteur lui a alors demandé « Donc tu étais, faute de meilleurs termes, en train de chasser ?» « Oui, c'est le seul mot qui me vient. »« Et tu connaissais Jessica ?» ?»« Non. »« Tu l'avais déjà vue ?» ?»« Non. » Dans ces derniers instants, Jessica jouait dans le parc et Austin l'observait alors qu'elle façonnait des boules de neige. Il a garé sa Jeep à un endroit où personne ne pouvait le voir. Puis il a attendu qu'elle traverse la rue. Il s'est assis à l'arrière du véhicule pour qu'elle ne le remarque pas. Lorsqu'elle est passée à côté, il a jailli dehors, l'a attrapée et l'a tirée à l'intérieur. Jessica a crié, mais il n'y avait personne aux alentours. Il lui a ligoté les poignets et les chevilles avec des colliers de serrage. Il a dit « Endroit au hasard, moment au hasard, tout au hasard. Je crois que, la seconde où je l'ai tirée dans ma voiture, j'ai su qu'elle était condamnée. » Jessica lui a demandé qui il était et s'il connaissait sa mère. Elle me posait des questions sans arrêt. J'y répondais et je lui mentais. Je lui disais que tout irait bien. Il l'a emmenée chez lui et ce qui s'est passé ensuite ne reste connu que de lui. Il a prétendu qu'il l'avait portée jusqu'à sa chambre, qu'il avait retiré les liens autour de ses poignets et qu'il lui avait mis des dessins animés. Il lui répétait qu'elle rentrerait bientôt chez sa mère. Comme elle s'était mouillée, il lui a fait enlever ses vêtements et lui a donné un de ses t-shirts blancs et un short noir. Il lui aurait également coupé les cheveux. Puis, il lui a demandé de se tourner, de lui tourner le dos. Il l'a ensuite étranglée. Austin a admis avoir été poussé par une pulsion sexuelle lorsqu'il avait attrapé Jessica,
mais il maintient ne pas l'avoir agressée sexuellement. Il a reconnu l'avoir démembrée dans la baignoire, avoir placé son torse dans 2 sacs et les avoir cachés quelque temps dans l'abri de la piscine avant d'aller les jeter. Il a retiré et identifié chacun de ses organes. Selon lui, ce geste venait de ce qu'il avait appris dans un cours de sciences forensiques. Les tueurs en série les plus efficaces étaient ceux capables de faire disparaître un corps. Le traitement infligé par Austin au corps de Jessica était d'une froideur rarement observée. L'adolescent de 17 ans a indiqué aux enquêteurs où trouver le reste de son corps, dans un vide sanitaire sous sa maison, où ils ont effectivement tout récupéré. Il a aussi décrit avoir essayé de faire disparaître des morceaux en les jetant dans les toilettes, sans succès. Plus tard, les enquêteurs ont retrouvé des tissus humains dans la plomberie de la maison, confirmant que cette tentative faisait partie de son mode de dissimulation. Jessica était déjà morte avant même que la police ne commence à la chercher. Au cours de l'entretien, les enquêteurs ont appris que son échantillon d'ADN avait en réalité été égaré et jamais analysé. L'enveloppe vide à son nom était manifestement une erreur. Ils ont ordonné un test immédiat. Et là, tout est apparu. Son ADN correspondait à celui retrouvé sur la joggeuse et sur Jessica. Après avoir saisi la Jeep dans laquelle il avait avoué avoir entraîné Jessica, ils y ont découvert des attaches plastiques brisées. L'adjoint du procureur de l'époque, Al Sargent, a déclaré qu'il pensait que la manière dont Austin avait disposé les objets de Jessica avait pour but de rendre évident le fait qu'elle était morte. Les lunettes te disent qu'elle est morte. Et il y avait une raison pour laquelle il avait choisi des objets imprégnés d'urine. La veste, les chaussettes et d'autres vêtements jetés à différents endroits. Il avait choisi avec soin. Austin était fasciné par la mort depuis longtemps et voulait désormais devenir thanatopracteur. Il fréquentait un collège communautaire où il suivait des cours de sciences mortuaires. Il a affirmé qu'il était devenu dépendant au contenu d'abus d'enfants dès l'âge de 12 ans. Il disait être profondément perturbé, sadique et regardait en ligne toutes sortes de choses graphiques, macabres et tordues. Les parents d'Austin, divorcés depuis des années, avaient pourtant tenté de l'aider ensemble. En 2008, il l'avait emmené voir un conseiller religieux, mais selon ses propres mots, son obsession n'avait fait que croître. Cela n'avait rien changé. Ça devenait de pire en pire, des choses plus violentes. Et comme la violence augmentait lentement, petit à petit, je ne savais même pas si je réalisais que ça empirait. Ça m'a pris et ça n'a fait que grandir. Après avoir vu mon thérapeute chrétien, psychiatre, peu importe comment tu veux l'appeler, j'ai cru avoir repris le contrôle pendant un petit moment. Ça n'a même pas duré 1 mois, et puis j'y suis retourné. En 2009, les médecins d'Austin ont contacté son père, Robert, pour lui demander de limiter l'accès de son fils à la télévision et aux ordinateurs. La police de la banlieue de Denver continuait alors de saisir des preuves dans la maison du jeune étudiant suspecté de l'enlèvement et du meurtre de la petite Jessica Ridgway. Austin Sigg a été inculpé comme adulte de 17 chefs d'accusation, dont 4 chefs de meurtre et 2 d'enlèvement. Malgré ses dénégations quant à une agression sexuelle, la quantité de matériel abusif qu'il consommait et son passé sadique racontaient une toute autre histoire. Les procureurs ont ajouté 3 charges supplémentaires: agression sexuelle sur mineur, vol et exploitation sexuelle d'un enfant après la découverte de contenu pédopornographique sur ses appareils. Pour l'attaque de la joggeuse, il a également été poursuivi pour tentative de meurtre au 1er degré, tentative d'enlèvement et tentative d'agression sexuelle. De nouveaux croquis d'audience montraient Austin Sigg plaidant non coupable du meurtre de Jessica malgré ses aveux. On expliquait que ce plaidoyer pourrait n'être qu'une étape provisoire. Même s'il avait plaidé non coupable à tous les chefs, il avait encore la possibilité de modifier sa position plus tard, y compris reconnaître sa culpabilité ou invoquer l'irresponsabilité pour cause d'aliénation. Son père, Robert, a déclaré: « Il n'existe pas de mots pour exprimer la peine que ma famille et moi ressentons face à la souffrance qu'endure la leur. Nous sommes dévastés par l'idée que mon fils, Austin Sigg, ait été arrêté. Cet événement horrible est une tragédie pour les 2 familles autant que pour la communauté.
Je vous demande aussi de prier et de soutenir la mère d'Austin, dont l'acte courageux, inimaginablement douloureux pour n'importe quel parent, a mis cette tragédie sur la voie de la résolution. Mindy, qui avait livré son propre fils, dira plus tard qu'elle portait un terrible sentiment de culpabilité. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que j'ai mis cet enfant. Sarah, la mère de Jessica, a déclaré qu'il n'y avait rien qu'elle ait fait qui puisse expliquer cela. Je ne pense pas que la manière dont elle l'a élevé ait quoi que ce soit à voir avec ce qu'il a fait. Mindy disait qu'il avait été un bébé magnifique, un enfant intelligent et gentil. Il était impossible d'imaginer qu'il soit devenu cette personne-là. Personne d'autre n'existait. Je ne savais pas quelle musique était populaire, quels étaient les programmes à la télévision. Il était tout ce que j'aurais pu souhaiter. Une camarade qui avait été à l'école avec Austin depuis le collège a dit « Il y a toujours eu quelque chose qui clochait chez lui. Il faisait partie de ces élèves très brillants, mais toujours seul. Il se parlait à lui-même et se comportait de manière très étrange avec les autres. Malgré son intelligence, il a fini par décrocher et Mindy a appris qu'il était harcelé à cause de sa voix. Il a quitté le lycée et a obtenu l'équivalent du diplôme. Au fil des années, les gens étaient devenus de plus en plus mal à l'aise en sa présence. Une voisine, Emily, disait que sa fille de 11 ans était venue la voir en courant lorsqu'elle avait appris l'enlèvement de Jessica. Elle m'a dit qu'elle savait exactement qui c'était. Je me sens si mal d'avoir balayé ça d'un revers de main. Quand la fille d'Emily a affirmé savoir qui avait enlevé Jessica, personne ne l'a cru. « Maman, je sais qui a fait ça. » Elle désignait un adolescent qui avait un comportement étrange dans le parc non loin de chez eux, un garçon qui la fixait. Emily pense aujourd'hui que les amis de sa fille lui ont peut-être sauvé la vie. Si elle avait été seule au parc, on ne peut pas savoir ce qui aurait pu arriver. J'aurais dû lui apprendre que lorsqu'elle se sent mal à l'aise, elle doit écouter ce sentiment. Mieux vaut prévenir que guérir. Austin a plaidé non coupable à toutes les accusations liées à Jessica et à la joggeuse. Vu sa confession détaillée et la découverte des restes de Jessica chez lui, ce plaidoyer a choqué. L'idée d'un procès retraçant en détail chaque aspect de l'affaire était insoutenable pour beaucoup. Comme il avait 17 ans au moment du meurtre, il ne risquait pas la peine de mort, mais s'il était reconnu coupable, il encourait la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Ses avocats ont affirmé que ses actes étaient impulsifs et qu'il luttait lui-même pour comprendre ce qu'il avait fait. Ils ont soutenu que sa mère avait inhalé des vapeurs de peinture et était tombée dans les escaliers lorsqu'elle était enceinte, et qu'Austin était né avec un problème crânien lié à l'utilisation d'une ventouse obstétricale. Ils ont également évoqué de graves troubles intestinaux ayant nécessité 3 opérations. Ils ont mentionné son enfance dans un foyer divorcé et plusieurs démêlés avec la police. Son père, Robert Sieg, avait un long casier: fraude hypothécaire, conduite en état d'ivresse, agression, violence domestique et trafic de drogue. La Cour a rappelé qu'il serait présomptueux de supposer, à un âge si jeune, qu'un enfant ayant commis un acte pareil serait irrémédiablement inapte à une libération future. Mais la psychologue Anna Salter, après avoir étudié les dossiers, a indiqué qu'il n'avait pas été maltraité dans son enfance et que, malgré le divorce, la vie familiale semblait correcte. Il avait une famille présente. Il n'a manifesté aucune empathie pour Jessica Ridgway. Ce n'était pas une impulsion suivie de remords. Pas du tout. Les procureurs ont expliqué que ces actes démontraient une préméditation. Recherche sur le chloroforme maison, sur les 10 meilleurs endroits où les gens se font enlever, ainsi que toutes les horreurs qu'ils regardaient et admettaient consulter. Ils ont déclaré: les fondateurs de ce pays n'ont jamais prévu un amendement disant que lorsqu'un jeune homme enlève, vole, agresse sexuellement, tue et démembre une fillette de 10 ans, tout sauf le meurtre devrait être excusé. On a rappelé que ce jeune homme était dangereux et que la seule manière de protéger la communauté était de le maintenir enfermé à jamais. Jamais dans ce comté, cet État ou ce pays, un acte pareil n'avait été commis par quelqu'un de moins de 18 ans. Austin était détenu dans une unité spéciale, séparée des adultes. Mais presque un an après la disparition de Jessica,
et 2 jours avant l'ouverture du procès. Austin a finalement plaidé coupable à 15 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, agression sexuelle sur mineurs, enlèvement, tentative d'enlèvement et exploitation sexuelle de mineurs. Justice a été rendue pour Jessica. Un peu plus d'1 an après sa disparition, son meurtrier apprenait qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre, plus 86 années consécutives pour l'enlèvement, l'agression sexuelle et le vol. L'un de ses avocats lui a demandé silencieusement « Ça va ?» Austin a répondu « Oui, ça va ». Il est resté impassible presque toute la journée. Sarah, la mère de Jessica, a expliqué que rien de ce qu'elle avait fait n'avait conduit à ce drame. Elle ne pensait pas que la manière dont Mindy avait élevé Austin ait eu la moindre influence sur ce qu'il avait fait. Mindy racontait qu'il avait été un bébé magnifique, un enfant brillant et gentil. Il était inimaginable pour elle qu'il soit devenu quelqu'un d'aussi sombre. Plus rien d'autre n'existait. Je ne savais même plus quelle musique était à la mode, quel programme passait à la télé. Il était tout ce que j'aurais jamais pu souhaiter avoir. Une camarade de classe, qui avait connu Austin depuis le collège, disait qu'il y avait toujours eu quelque chose qui clochait chez lui. Il faisait partie de ces élèves très intelligents, mais toujours seul, parlant parfois tout seul, maladroit auprès des autres. Malgré ses capacités, il s'est mis à décrocher. Mindy apprit qu'il était harcelé à cause de sa voix. Il quitta finalement le lycée et obtint un diplôme équivalent. Avec les années, les gens étaient devenus de plus en plus mal à l'aise en sa présence. Une voisine, Emily, raconta que sa fille de 11 ans s'était précipitée vers elle lorsqu'elle avait appris que Jessica avait été enlevée, en affirmant qu'elle savait exactement qui c'était. « Je me sens tellement coupable de ne pas l'avoir prise au sérieux, » dit-elle. Le jour où la fille d'Emily déclara connaître le ravisseur, personne ne l'a cru. Elle lui avait décrit un adolescent du parc voisin qui la fixait d'une façon étrange et l'avait même montré du doigt. Il vivait juste en face. Emily pense aujourd'hui que les amis de sa fille ont peut-être été ce qui l'a protégée. Si elle avait été seule ce jour-là, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. J'aurais dû lui apprendre qu'à la moindre gêne, elle doit s'écouter. Mieux vaut prévenir que guérir. Austin avait plaidé non coupable pour toutes les charges dans l'affaire de Jessica et celle de la joggeuse. Compte tenu de sa confession détaillée et de la découverte des restes de Jessica chez lui, ce plaidoyer a été un choc et l'idée d'un procès retraçant chaque détail sordide était difficile à supporter pour beaucoup. Comme il n'avait que 17 ans au moment des faits, il n'encourait pas la peine de mort, mais il risquait la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Ses avocats soutenaient qu'il avait agi sous impulsion et qu'il peinait lui-même à comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Ils affirmaient même que sa mère avait inhalé des vapeurs de peinture et chuté dans les escaliers durant sa grossesse et qu'il était né avec un problème crânien lié à une extraction au forceps. Ils expliquèrent aussi qu'il avait souffert de graves troubles intestinaux nécessitant 3 opérations et évoquèrent un foyer marqué par un divorce difficile et plusieurs démêlés de son père avec la justice, fraude hypothécaire, conduite en état d'ivresse, violence, trafic de drogue. Mais une psychologue ayant étudié les dossiers policiers déclara qu'il n'avait jamais été maltraité. Malgré la séparation de ses parents, il semblait avoir grandi dans un foyer stable et soutenant. Elle souligna qu'il n'avait montré aucune empathie envers Jessica Ridgway. Ce n'était pas une pulsion suivie de remords. Les procureurs ajoutèrent que ses recherches, fabrication artisanale de chloroforme, lieu où l'on enlève le plus de gens, montraient clairement une préparation. Un procureur déclara que les textes fondateurs du pays n'avaient jamais prévu qu'on excuse tout, sauf le meurtre, lorsqu'un jeune enlève, agresse, tue et mutile une fillette de 10 ans. Un autre ajouta que ce jeune homme représentait un danger réel et que la seule manière de protéger la communauté était de le garder enfermé pour toujours. Un crime d'une telle nature, commis par un mineur, n'avait jamais été vu. Austin était détenu dans une unité spéciale, à l'écart des adultes. Mais, 1 an après la disparition de Jessica et 2 jours avant son procès, il finit par plaider coupable de 15 chefs d'accusation. Meurtre avec préméditation, agression sexuelle sur mineur, enlèvement, tentative d'enlèvement,
exploitation sexuelle d'enfants, entre autres. La justice pour Jessica a été rendue, déclarèrent les journalistes. Austin reçut la prison à vie pour le meurtre, plus 86 années supplémentaires pour les autres crimes. Quand un de ses avocats lui demanda s'il allait bien, il répondit « Oui, ça va, impassible ». Un témoin déclara « C'était l'incarnation même du mal pur ». Austin Sigg mérite exactement ce qu'il a reçu. Le juge confirma qu'aucune concession ne serait faite et que cette affaire appelait une peine de prison à vie. Austin choisit de ne rien dire et resta sans émotion à l'annonce de la décision. La mère de Jessica refusa de s'adresser directement à lui. Je ne pense pas qu'il mérite d'entendre comment il nous a affectés, moi, ma famille, ou qui Jessica était. Une fois sortis de ce tribunal, nous n'emporterons pas son nom avec nous. Nous n'emporterons que celui de Jessica et l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Mindy, la mère d'Austin, répéta qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir appelé la police. Elle s'était plongée dans une thérapie intensive. Elle pensa souvent à son fils et à l'enfant qu'il avait été, mais elle expliqua qu'elle n'avait plus aucun contact avec lui. Je ne peux pas. Je n'ai jamais eu de réponse au pourquoi, et je ne supporterai pas qu'il me mente encore. Elle ajouta que si elle avait pu, elle aurait échangé sa vie contre celle de Jessica. La grand-mère de Jessica déclara que toute la famille éprouvait de la compassion pour Mindy, qu'il comprenait qu'elle aussi avait perdu un enfant, d'une manière différente, mais réelle. Si nous avions pu la serrer dans nos bras à l'audience, nous l'aurions fait, dit-elle. Le parc du quartier a été entièrement transformé à la mémoire de Jessica. Du violet partout, une balançoire libellule inspirée d'un projet scolaire qu'elle adorait, un parcours de 40 pieds, des blagues toc-toc gravées par ses camarades, et un espace spécialement conçu comme un hommage vivant. Le Lassie Project, un système permettant d'alerter immédiatement une communauté lorsqu'un enfant disparaît, a également été développé en son honneur. Un camp de cheerleading portant son nom a aussi été créé. C'était ce dont elle rêvait le plus, devenir pom-pom girl et être gentille avec tout le monde. 5 ans après la perte de Jessica, sa mère Sarah a accueilli une petite fille, Anna. Les souvenirs de Jessica sont partout. Le violet, son sourire de 10 ans, ses photos. Elle est toujours présente, dit Sarah. Nous parlons encore d'elle. Pour nous, elle existe toujours. Anna porte le même second prénom que Jessica, et ses yeux, d'un bleu différent, rappellent un peu ceux de sa sœur. Sarah raconte qu'Anna adore ses mains et qu'elle a l'impression que Jessica veille sur elle. Quand nous parlons de Jessica, Anna tourne parfois la tête, comme si elle écoutait quelqu'un. Je crois que sa sœur lui rend visite. Elle laisse derrière elle cette petite trace scintillante, et sa mère ainsi que sa grand-mère disent qu'elles raconteront tout à Anna à propos de Jessica. Elles lui parleront de sa lumière dès qu'elle sera assez grande. Je dirai surtout qu'elle avait une grande sœur, partie avant sa naissance. Ils veulent élever Anna sans peur. Je vais essayer de ne pas laisser ce qui s'est passé assombrir la manière dont je l'élève, parce que je ne veux pas l'étouffer. Je veux qu'elle puisse avoir sa propre petite vie. Et jamais, elle n'est pas un remplacement, mais un cœur de plus dans la famille. Elle a sans aucun doute un ange particulièrement attentif qui veille sur elle. Elle a expliqué qu'elle savait que Jessica aurait été la meilleure des grandes sœurs, mais qu'à présent, elle veille d'une autre manière. L'histoire de Jessica est l'une des plus bouleversantes qui soit. Pensez à ses derniers instants d'émerveillement enfantin, à faire ce que toute fillette de 10 ans devrait pouvoir faire, jouer dans la neige, retrouver ses amis, passer une bonne journée à l'école, puis revenir impatiente de raconter tout ce qui s'était passé. Et en une fraction de seconde, tout a changé. Sa pureté et son innocence ont été arrachées. Les Ridgway sont comme tous ceux qui traversent une telle épreuve. Ils avancent jour après jour. Sarah a décrit le meurtre de Jessica comme une assiette qui se brise et un morceau qui disparaît quelque part. On peut recoller au mieux, mais les fissures restent visibles et ce n'est plus jamais vraiment pareil. Elle a dit qu'on ne parvient jamais à la remettre totalement et parfaitement comme avant.